D'avoir la chance, en tous les cas, le plaisir de venir travailler ici, peu importe ce que je vais faire. Et c'est pas forcément la vanille, c'est le plaisir que j'ai eu tout à l'heure à me balader là, en me disant tiens, en fait c'est moi qui ai aménagé cet espace. Puis moi j'ai été baptisé, je vais dire je suis de tradition chrétienne catholique, mais après s'il fallait que j'ai des preuves, au lieu de lire une Bible pour dire oui il existe, bah non. Tu viens regarder comment fonctionne une forêt, un écosystème naturel, où tu regardes un coucher de soleil et tu fais ah peut-être il y a un truc, peut-être. Moi j'ai tendance à penser qu'il y a un truc, mais il est plus présent pour moi en pleine nature que dans un bouquin, quel qu'il soit, ou dans un bâtiment, quoi, ou dans une église, ou une mosquée, ou peu importe, quoi. Donc du coup, comme ça, le dimanche, je suis tranquille. Mais ouais, je me surprends, ouais, c'est ça intéressant, je me surprends à... En fait, on médite sans s'en rendre compte dans la forêt. On parle tout seul, ou on parle aux arbres, ou on parle aux trucs, et je trouve ça plutôt sain, en fait. Je pense que c'est moins cher et plus intéressant qu'un psy, la forêt. En faisant le jardin, alors bon, agriculture depuis toujours. Puis même si c'était une ferme qui n'a rien à voir avec ici, avec une surface qui dans le Loiret, 80 hectares, c'est moyen. Donc c'est pas uniquement le côté jardin, mais mes grands-parents, eux, s'occupaient du côté jardin pour diminuer les achats, quoi. Donc c'était pas destiné à faire de la vente, mais il y avait le petit jardin où si jamais d'aventure je passais tôt le matin, il n'y avait plus de framboises pour la récolte de ma grand-mère, par exemple. Donc un peu de cette manière-là, c'est-à-dire que moi je bossais dans l'agriculture ici, mais en tant que salarié, puis on avait le jardin par passion, par voilà, les productions ici elles sont exubérantes, ça pousse vite, voilà. Donc c'est plein de décalage avec l'agriculture européenne. Et un jour, j'ai pris une bouture de vanille, elle était là, et il s'est avéré qu'en même temps que je voulais m'installer, c'était peut-être la production qui allait m'amener à pouvoir devenir agriculteur professionnel, alors que je m'y attendais pas. Et c'est là que je m'y suis intéressé de plus en plus. Je me suis dit, ah, et en plus d'être intéressante, elle peut peut-être me permettre d'avoir le foncier qui me permettra d'avoir le statut agricole. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que du coup, beaucoup de difficultés à avoir les fonciers les plus riches, les plus accessibles. Et du coup, les terres, on va dire, à canne et à banane en gros, ou à maraîchage, mais avec de l'irrigation, des chemins. Voilà, tout le monde les convoite en fait, et donc du coup elles sont plus difficiles à obtenir. Donc à force d'avoir la sensation de perdre mon temps à essayer d'avoir du terrain, j'ai rencontré des gens qui eux avaient accédé à des concessions, donc du foncier en forêt, et ça avait l'air plus facile et plus simple à acquérir. Par contre évidemment on ne peut pas faire la même chose que dans les parcelles, mais on peut y faire de la vanille, et puis c'est comme ça que c'est parti. Non, justement c'était pour faire de l'agriculture, et j'étais pas en train de me fixer forcément une production particulière, puisque l'idée c'était de savoir qu'est-ce qui serait disponible, et plutôt que d'imposer une production à cette zone, c'est qu'est-ce qui va pousser dans cette zone. Et effectivement, du coup, comme j'ai plus eu accès à la forêt, qu'est-ce qu'on peut faire dans la forêt, notamment de la vanille, quoi. Et c'est à partir de là que la vanille de mon jardin m'a happé de plus en plus par intérêt finalement aussi. Puis après, voilà, là, je sais que maintenant, quand bien même j'arrive pas à tirer un revenu de la production de la vanille, je vais continuer à en faire parce que ça me plaît, quoi. Si, maintenant, si. Combien d'années après? 8 ans. 8 ans après. Ouais. Parce que tu es parti de bouture depuis ton jardin et que tu as fait tout le cheminement en tâtonnant. Ouais, voilà. Donc du coup, ça prend du temps. Elle fleurit à 4 ans. Une fois qu'elle fleurit, il faut 9 mois de maturité. Une fois qu'elle est mature, on va la transformer de vanille verte en vanille noire assez vite, en quelques jours. Par contre, on va la faire sécher au moins 1 à 2 mois. Et on va l'affiner pendant 6 ou 7. Et à partir de 7 mois, là, elle commence à avoir des intérêts à la vente. En tous les cas, on a sublimé les arômes, et là, elle est intéressante à la vente. Alors sur la vanille, à mon avis, ça va être un peu la même chose. Ouais. Oui, ça paraît... ouais, ça paraît pas mal. C'est-à-dire qu'à 6 ans, on va avoir un premier revenu, mais qui ne sera pas à la hauteur du travail. Donc à 8, alors
ne va pas en vivre, mais on aura rentabilisé la surface. Donc après, il faut savoir à combien de surface il faudrait en minimum pour qu'on puisse vivre de la vanille. Donc là, aujourd'hui, moi je suis sur 7 hectares, mais en vrai, c'est pas forcément très judicieux de miser tout sur une seule production. Donc j'aurais pas tendance à dire que ce que je fais aujourd'hui est un bon exemple. En tous les cas, il est risqué sur le fait que j'ai tout misé sur la vanille. Voilà. Il serait sans doute bon d'arriver à diversifier un peu les choses dans la forêt pour éviter que si c'est une mauvaise année, on n'ait rien, quoi. Et donc à ce moment-là, moi ce qui m'a sauvé, c'était de faire un peu de formation à ce moment-là. Et les prestations de formation m'ont permis de combler le manque de revenus agricoles. Si c'est un agriculteur, il faudrait qu'il mise plus sur d'autres productions pour éviter que si c'est pas une belle année à vanille, les autres productions puissent soutenir le revenu. En vrai, les agriculteurs font ça. Hein. C'est juste moi qui avait un manque de regard sur ce qu'on pouvait faire également dans la forêt. Alors après, voilà, moi je me suis donné comme objectif de faire la meilleure vanille que je puisse faire sans savoir trop où j'allais. Peut-être que du coup, ouais, ça a marché, mais parce que je suis optimiste, mais c'est un pari en fait. C'est pas, ça s'est bien passé. Alors je vais dire que c'est bien. Alors je les faisais avant. La seule différence, c'est que là, ça m'a rendu beaucoup plus crédible sur aussi bien la mise en place des parcelles que la qualité du produit fini. Même moi, j'avais un doute sur le produit fini. Je savais produire de la vanille verte. Sur la transformation, même encore là, j'ai des doutes, mais je me remets en question tout le temps. Là, du coup, on retourne au concours. Est-ce que je vais regagner la médaille? Je ne sais pas. C'est quand le concours? Ce sera le 23 mai. 23 mai, c'est le salon de l'agriculture. Alors, il n'y a pas de salon cette année, mais par contre, le concours agricole qui a lieu pendant le salon de l'agriculture est délocalisé dans des villes en France hexagonale. Pour le cas de la vanille, ce sera le 23 ou le 24 mai à Montpellier. Donc c'est décentralisé. Donc en général, il y a au moins 2 ou 3 producteurs de la Réunion, au moins un producteur de Mayotte, peut-être la Nouvelle-Calédonie, peut-être la Martinique, je ne sais pas si c'est d'arriver à produire une production agricole en respectant le sous-bois tel qu'il est, c'est-à-dire si jamais, voilà, hein. En Europe en général, l'agroforesterie, on est plutôt dans la situation de replantation d'arbres dans les champs. Là, on n'est pas du tout en train de faire ça, on est vraiment en train d'adapter notre production à l'écosystème forestier. Et d'ailleurs, l'écosystème forestier va nous apporter plein d'atouts. Donc il va nous éviter de faire plein de travail inutile. Voilà, on n'a pas besoin de serre, c'est les arbres qui sont là. On n'a pas besoin d'alimenter en matière organique, c'est les arbres qui vont perdre leurs feuilles ou leurs branches. J'ai pas besoin d'installer des tuteurs parce que c'est les arbres eux-mêmes. Et puis, comme les essences sont très diverses et qu'elles sont adaptées à l'écosystème du lieu, j'ai la sensation d'avoir moins d'impact des agresseurs de la vanille, que ce soit des maladies ou des insectes. Tout est régulé normalement en fait. Donc du coup, j'apprends à en faire le moins possible tout en travaillant très bien là, en surveillant mes vanilles, en allant les féconder, etc. Du coup, j'ai remis en question totalement mes études agricoles. Elles m'ont apporté plein de choses, mais force est de constater qu'on était arrivé au bout d'un cycle où c'est pas parce qu'on mettait plus d'engrais ou plus de produits phytopharmaceutiques de synthèse que ça augmentait le rendement. C'est plus vrai. On y a cru parce que pendant un temps ça fonctionnait. Puis à partir du moment où le sol était épuisé, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. Alors que là, on n'a pas une production en masse sur... voilà, je ne suis pas le meilleur producteur de vanille par quantité de vanille, par pied de vanille. Par contre, j'ai pas de charge, j'ai pas passé de temps à... voilà, je les ai bien installées et puis après elles restent là tout le temps. Donc j'ai pas besoin de les rebouturer, j'ai pas besoin de gérer l'alimentation des vanillés, j'ai pas besoin de gérer l'ombrage. Voilà, tout va se faire tout seul et donc du coup le fait de ne pas avoir de charge m'a permis d'augmenter ma surface sans que ça me coûte en investissement financier. Ça me coûte un peu de temps et encore j'ai réussi à le diviser sur de la surface sans que j'ai eu plus de choses à faire. Donc il y a bien du travail, mais il est light quoi. En tous les cas, je travaille moins que... Si tu devrais labourer un champ. Ouais, exactement. Ouais. Et là, sur 7 hectares, tu es quasiment tout seul. Presque, ouais. Et est-ce que tu sens que si ça prend de l'ampleur, tu aurais besoin de plus de monde ou... On se pose la question. Après, comme c'était pas
je ne suis pas certain que les producteurs de vanille se soient dit tiens l'objectif ce sera d'embaucher ou d'arriver à un stade où on embauche, puisque on était plutôt tout seul en train de faire ça, puis parce que les anciens étaient en train de nous dire que non, on n'a pas besoin d'un salarié pour s'occuper de la vanille. Donc, mais là j'ai l'impression d'avoir atteint la limite en surface et en travail tout seul. C'est-à-dire que là je m'aperçois à la fin de l'année que tiens, j'ai pas fini. Alors que d'habitude j'avais du rab quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que 6-7 hectares, c'est la limite d'un homme dans la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Alors que quand on a eu le premier hectare, on était en train de se demander comment on allait en venir à bout quoi. Ouais. Donc il y a bien eu une adaptation aussi bien de moi à la forêt, en pensant que c'était insurmontable, alors qu'aujourd'hui je suis en train de dire jusqu'à 6 ça s'est bien passé. Du coup l'idée de se dire plutôt que d'être tout seul en train de maîtriser tout ça, voilà, on a une association, on est en train de rassembler des gens qui sont intéressés pour faire la même chose. L'APAGOA, donc association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe, rassemble une petite centaine de producteurs ou de futurs producteurs. Alors ça va de les plus jeunes ont 16 ans, ils sont encore en études agricoles, les plus anciens sont déjà à la retraite et ils ont envie d'avoir un projet de vie, d'occupation agricole quand même, plus par passion que par raison pécuniaire. Hommes, femmes confondus, quoi. Bref, on a tout un paquet de gens, des gens qui sont déjà agriculteurs, des gens qui sont en train de se reconvertir, donc qui changent de métier totalement. Donc on a vraiment tous les profils. L'idée en agroforesterie, alors c'est pas que vanille pour le coup, on a pris la dominance vanille parce qu'il y a un déficit de connaissances aujourd'hui sur les on ne connaît pas exactement toutes les variétés qu'on a chez nous, ou alors on ne connaît pas comment elles ont été bridées, quoi. Bref, il nous manque des données, donc on voudrait bien aller chercher tout ça pour continuer à avancer. Donc connaître mieux le patrimoine végétal vanille qui existe ici. Ensuite, savoir avec quoi on l'associe en forêt. Donc si on peut se permettre d'avoir d'autres productions vivrières ou aromatiques en forêt, comme le poivre ou le roucou, le café, le cacao, quelques plantes aromatiques et médicinales. Donc on travaille un peu sur la capacité de l'espace forestier à produire tout ça. Voir si on est capable aussi de valoriser les arbres, c'est-à-dire est-ce qu'ils, au-delà du fait que ces arbres ont de la valeur en tant que bois d'œuvre, est-ce qu'ils ont des sèves plus ou moins intéressantes, comme le bois bandé ou le bois lançant. Donc on travaille sur tout ça. Ça permet à certains agriculteurs de se diversifier ou de donner de la valeur à une forêt qui pour eux n'avait pas de valeur parce qu'ils estimaient qu'on ne pouvait pas faire l'agriculture dedans. Nous on est en train de démontrer que si, sous la forêt c'est possible. Donc dans cette association, tout le monde est en train de se chercher, on travaille sur les projets, on accompagne les gens techniquement, on a une animatrice qui va monter les dossiers, qui va aider les gens à formaliser leur profession ou de devenir agriculteur, ou de les orienter sur des formations qui sont les plus adéquates par rapport à leur projet. Et du coup sur la vanille, on se dit que la marge elle est tellement grande à prendre. Là on est sur tous les producteurs de vanille de Guadeloupe confondus ne font pas une tonne de vanille sur le territoire. Et on sait que les douanes nous donnent comme chiffre plus de 6 tonnes d'importation. Donc ça veut dire que une fois qu'on enlève la tonne que nous on a fait, il reste 5 tonnes à produire qui pour l'instant viennent d'ailleurs. Donc le jour où on arrive à la moitié, on sait qu'on a fait vivre une bonne partie de nos adhérents. En tous les cas, on leur a permis d'arriver à avoir un revenu sur la part de l'importation. Alors sur un hectare, donc j'ai précisé vanille noire et vanille verte, donc sur un hectare on va sortir, alors moi en tous les cas mon recul aujourd'hui c'est de sortir, j'arrive à sortir entre 80 et 120-140 kg de vanille verte qui vont me donner 5 fois moins en vanille noire, ou 4 fois et demi moins en vanille noire. Donc on fonctionne comme ça. Sachant que du coup on ne va pas vendre au kilo, mais plutôt à la gousse. Et on va encourager les gens à faire de la vanille plutôt en qualité aromatique. Donc c'est à nous de voir de quelle manière on est capable ou pas d'envoyer nos vanilles en analyse. On estime qu'une vanille qui a un taux de vanilline important vaut plus cher qu'une vanille qui a un taux de vanilline faible. Donc en tous les cas de défendre ça, et pas uniquement de la vanille parce qu'elle est lourde et belle.
Parce qu'une vanille lourde et belle qui ne sent pas bon, ben, ça a pas de valeur en réalité. Ce que tu disais, c'était les chefs qui te commandent de la vanille. Ils disaient qu'avant, ils utilisaient 3 gousses Ouais. de vanille, maintenant ils utilisent un quart. Ben, aujourd'hui, sur le marché international, une vanille lourde et belle, ben, elle est vendue comme les autres au même prix. Donc on voudrait éviter de tomber dans ce piège-là. On voit bien les écarts voilà, par exemple, Tahiti, faut juste, voilà, on peut pas faire la même chose. Non, non. Mais du coup, les mecs, j'ai quand même des gars, ah mais je vais faire comme ça. Alors, du coup, je les connais par cœur, les reportages, donc là, les fameux rouleaux, je sais pas si tu as vu ça. Donc en grillagé, où les mecs ils ont mis des cocos là-dedans, et le gars il est en train de dire ouais c'est génial, ça dépote. Ok, mais tout est artificialisé quoi. Donc du coup ben, j'ai pas dit aux gars ici de pas le faire, donc il y en a qui l'ont fait. Je l'ai sur mon catalogue là. Ils sont sous voile, sous ombrage, mais non, c'est ça? du coup lui il a décidé de les faire sous bois. Ah oui, quand même. Sauf que ben, du coup c'est comme si on aurait mis un tronc d'arbre mort debout, mais il est super sec. Et du coup, ben, il n'y a pas d'eau dedans, contrairement à un tronc où l'eau va ruisseler, des choses comme ça. Donc du coup, pour l'instant, ça marche pas terrible. C'est debout, mais si on fait le rapport coût, installation, la seule chose qui est intéressante, c'est que ça lui a permis d'avoir un tuteur plus rapidement que si on était en train d'attendre qu'un tout petit arbre pousse. Et donc, je sais pas pourquoi, du coup, en Indonésie, ils sont tous en train de faire ces rouleaux. Et du coup, je dis, mais pourquoi ils font ça? Et alors, le pire encore, en Amérique centrale et en Amazonie, ils sont en train de faire ça. Donc les mecs, ils déforestent, écoute bien. Ils déforestent, ils installent une ombrière et ils installent du coup des vanilles Titan 6 sous serre. En Amazonie. Hein. Alors qu'en Amazonie, c'est le lieu où il y a la plus grande diversité de vanilles du monde entier, sauf Titan 6. Et du coup, les gars, ouais, machin. Alors voilà. Mais ils ont des cahiers des charges et on leur dit que. Ouais, ils vont ouvrir les bouquins et on leur dit bah ouais vous allez faire ça et c'est comme ça que ça marche quoi. Donc du coup le gars il fait exactement ce qu'il a noté sur le bouquin sans prendre conscience que si ça se trouve en faisant pas grand chose il aurait pu arriver à faire des choses. Alors la seule voilà et c'est fou parce que mes collègues en Guyane pour l'instant tous ceux qui sont en train de s'installer font des serres en Guyane. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Alors eux ils me disent que il y a peu de sol en Guyane, du coup que l'humus est envahi par les racines des arbres qui remontent pour aller se nourrir, donc au détriment du coup il y a une compétition avec les arbres. Alors qu'ici, l'arbre il va quand même aller dans la terre, il va tenter d'aller se nourrir, et seulement quand la matière organique supérieure elle se dégrade, elle va alimenter le sol. Tandis que ils me disent qu'en Guyane, les racines des arbres vont monter chercher les nutriments tellement... plus envahissant. Donc du coup, il y a une compétition entre les arbres et la vanille sur les nutriments. Alors que c'est là où il y a la vanille, toutes les vanilles que je connais sont... La plus grande diversité, elle est dans la forêt amazonienne. Quoi. Donc du coup, voilà, j'en connais qu'un qui arrive à gérer le truc parce qu'il fait de la terra preta et donc là du coup, donc il arrive à recréer un espèce de charbon actif qui va brûler, des arbres. Il va charger en nutriments et en micro-organismes les charbons qu'il va installer dans le sol et du coup ils vont créer des échanges qui nous dépassent en fait mais qui existent dans la nature mais plutôt rarement et les Amérindiens maîtrisent cette technique. Okay. Donc voilà, sa femme elle était amérindienne, elle est décédée mais elle était amérindienne et lui s'est beaucoup inspiré de ça et du coup sur un sol où il n'y avait rien, lui il a réussi à replanter une forêt et c'est le seul qui fait de la vanille en sous-bois. Mais c'est possible du coup, ça veut dire que c'est... Évidemment les autres, eux ils sont partis plus sur du rendement. Et puis, alors en banane ils se sont beaucoup réorientés. Ouais. Je vais défendre les producteurs de bananes, c'est rare. Donc du coup la remise en question elle a été très forte et intéressante. Je pense qu'aujourd'hui on a sans doute les producteurs de bananes qui font la banane la plus clean en termes environnemental et en qualité. Parce que ils s'en sont rendus compte en fait que ça fonctionnait plus. Donc là aujourd'hui les bananes elles sont enherbées, elles vont attirer des pollinisateurs, ils vont faire des associations de culture. Plus de monoculture. Donc il peut y avoir encore de la banane pendant très longtemps sur une parcelle, mais par contre elle va être associée à autre chose. Okay. Ensuite j'en ai vu qui font des rotations, des vraies rotations. Et en plus on a des producteurs de bananes bio aujourd'hui. Qui font des rotations avec de la canne bio, ce qui n'existait pas il y a 5-6 ans. Hein. Donc du coup, je pense qu'une bonne partie des agriculteurs s'en sont rendus compte. Alors, et après, il a fallu que les structures s'en rendent compte.
c'était difficile de dire aux bananiers qu'ils avaient tort, alors que pendant des années, ça a super bien fonctionné. Sauf que le moment où nous, on était en train d'être certains que c'était la fin, ils ont continué encore pendant presque 15 ans, donc ils ont perdu 15-20 ans à croire que c'était possible de faire comme avant. Puis à force. Non, en Cannes c'est plus compliqué parce que pour l'instant on a du mal à l'associer réellement avec autre chose. Donc quand elle est dans un système de rotation, c'est déjà pas mal. Par contre, bah, ils ont beaucoup diminué les désherbants, hein, c'est ce qui reste encore utilisé. Donc en tous les cas, même si c'est pas top, c'est moins pire et du coup ça permet de se dire que bah, finalement, par exemple la banane d'aujourd'hui, même si elle est sans doute très consommatrice de subventions et donc peut-être pas si rentable que ça si on enlève les subventions, en tous les cas elle est clean, elle est devenue clean par rapport à avant. On ne peut pas reprocher, voilà. Ok, il y a eu le problème de la chlordécone, et peut-être que grâce ou à cause de ce problème de la chlordécone, on a peut-être la banane la plus propre de produite dans le monde. Okay. Elle sera forcément meilleure que... Voilà, là, j'ai même pas d'exemple d'une banane qui pourrait être aussi qualitative que celle qui sort de la Guadeloupe aujourd'hui. Donc du coup, c'est pas si mal, les gars, ils ont bien travaillé quand même. En Cannes, on va voir, après en Cannes, on peut... Voilà, on voit que les rhums sont de meilleure qualité. Je sais pas, ça bouge. Mais on le voit, il y a... Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en Guadeloupe. Il y a 20 ans, il y avait 8 agriculteurs biologiques. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine. Donc, alors bien sûr, sur les 5000 agriculteurs que la Guadeloupe compte, c'est pas grand-chose, mais en attendant, ça veut bien dire que ça a intéressé du monde, quoi. Donc la surface, elle augmente. Les visions agricoles, elles changent. Elles sont plus résilientes, quoi. C'est plutôt intéressant. Là, tu commences à associer tes vanilles avec d'autres cultures? Donc dans la forêt, alors j'ai fait des tests qui n'ont pas été concluants, donc le cacao ça n'a pas marché à cause des fourmis manioc. En vrai, il s'attaque principalement aux jeunes feuilles. Une fois qu'il n'y a plus de jeunes feuilles, il s'attaque aux vieilles feuilles. Et une fois qu'il n'y a plus de vieilles feuilles, les fourmis s'attaquent au tronc. Donc elles adorent le cacao. En tous les cas, ici, il n'a pas le temps de pousser, qu'il est déjà dévoré. On a spontanément du marbré, donc du bois bandé, et du bois lançant qui peuvent être valorisés. Je travaille sur un sirop de marbré depuis quelques années que j'ai pas encore fait. Ensuite, j'ai planté un peu de poivre et je vais voir comment ça va avant de dire que je vais associer. Je vais regarder ce qui pousse, ce qui vit le mieux. Et qui dit café dit transformation derrière. Alors du coup, pas forcément le café, peut-être que... alors j'ai bien envie de le valoriser en bio, mais en tous les cas, si je le revends à quelqu'un qui le torréfie, j'aimerais bien que le café reste bio, quoi. Alors voilà, après le café, c'est parce que c'est pas pour produire uniquement du café, c'est que j'ai une zone qui est en friche sur cette forêt. Donc bah, là, du coup, on a l'autorisation de replanter d'autres arbres uniquement que du bois d'œuvre. Et donc bah, là, à ce moment-là, on a le droit de planter d'autres choses. C'est pour ça que j'avais tenté le cacao. Donc du coup, ça fera un tuteur sur lequel la vanille pousse, mais en plus, on y récolte soit des grains de café, soit des cerises de café ou des cabosses de cacao. Mes chiffres, quoi, ouais, je ne sais pas s'ils ont évolué beaucoup, mais moi j'étais sur entre 80, sur 100 fleurs, au moins 80. Okay, mais ma moyenne elle est plus à 90, quoi. Okay. Sur planifolia. Donc les pomponnas c'est plus délicat. Le vanillon ça tombe avant la maturité, on ne sait pas pourquoi. Bon, on a des hypothèses, mais du coup là ce serait intéressant que là justement notre association elle soit en capacité de dire les producteurs de vanille en Guadeloupe ont ce problème là, il nous faut être accompagnés avec de la recherche pour savoir pourquoi on n'arrive pas comme par le passé à dépoter du vanillon. Il y a de la subvention pour de la recherche? Bah, du coup pour les structures, pas pour un individu. Pour l'individu on va l'aider à se développer tout seul. Donc on va lui donner des moyens, mais pour lui tout seul. Et du coup, si lui tout seul dit je veux faire de la recherche, on me dit mais non, on fait de la recherche filière, mais sûrement pas pour un individu, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir le groupement. Donc d'être représentant de la profession en agroforesterie ou en particulier sur la vanille, c'est important. Sinon, c'est là que je vous disais tout à l'heure, tout seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Alors je l'ai plus en tête, mais en vrai c'est plus du moment, mais c'est pas grave. Mais ça tombe très bien. Alors ce qui est en lien en plus avec le truc, c'est
C'est le bouquin du type qui a démontré, alors j'ai plus le titre du livre et plus le nom, mais qui a démontré la capacité des arbres à communiquer entre eux grâce à leur système racinaire. Et notamment grâce, tu vois, à mon fameux mycélium là, que j'explique, qui du coup, ce champignon va contaminer les racines, mais les contaminer positivement, va amplifier leur système racinaire, donc elles ont une capacité d'absorption plus grande, et du coup c'est lui qui fait le lien entre eux, ouais, qui crée le réseau. Il compare ça un peu à un réseau internet en fait, et que du coup dès que c'est exagéré un petit peu, mais à un moment donné il suffit que hop, il y a une chenille qui soit en train de becqueter une feuille très en haut, et ben l'arbre il envoie l'info, on ne sait pas trop comment, et du coup les autres vont commencer alors qu'ils sont très très loin, ils vont commencer à développer une amertume dans la feuille pour se défendre, pour plus que les chenilles attaquent. J'avoue que pendant le confinement j'ai quand même regardé Game of Thrones, mais tout d'un coup, c'est tout le truc, comme ça c'était fait. Et au moins j'avais pas la sensation d'être obligé tous les samedis ou tous les trucs, voilà. Donc ça c'était cool. C'est pas d'actualité, mais ouais, Avatar c'est pas mal. J'aime bien Avatar. D'ailleurs il y a le réseau entre les arbres. Justement, c'est pour ça que du coup là j'y reviens, mais du coup je suis pas que à fond dans ces trucs là. Je suis capable de regarder sans modération les trois frères, c'est vieux mais c'est pas grave. Tu vois, il y a des inconnus. Je suis capable de regarder sans modération la soupe aux choux. Ouais. Ça c'est plus les trucs de quand j'étais petit, et un peu Madeleine de Proust, mais ça m'a fait délirer parce que mes enfants regardent ça, ils sont morts de rire. J'adore les Christophine farcies, mais celles que ma femme me prépare. Non, j'ai un dessert préféré. C'est quoi La mousse de chocolat. Mais d'être de venir ici travailler. Je parle même pas de voilà, d'avoir la chance, en tous les cas le plaisir de venir travailler ici, peu importe ce que je vais faire. Et c'est pas forcément la vanille. C'est tu vois, le plaisir que j'ai eu tout à l'heure à me balader là, en me disant tiens, en fait c'est moi qui ai aménagé cet espace. Voilà. Et moi j'ai été baptisé, je vais dire je suis de tradition chrétienne catholique, mais après s'il fallait que j'ai des preuves, au lieu de lire une Bible pour dire oui il existe, non. Tu viens regarder comment fonctionne une forêt, un écosystème naturel, ou tu regardes un coucher de soleil et tu fais ah peut-être il y a un truc, peut-être. Moi j'ai tendance à penser qu'il y a un truc, mais il est plus présent pour moi en pleine nature que dans un bouquin quel qu'il soit, ou dans un bâtiment quoi, ou dans une église ou une mosquée ou peu importe quoi. Donc du coup comme ça le dimanche je suis tranquille. Mais ouais je me surprends, ouais c'est ça d'intéressant, je me surprends à. En fait on médite sans s'en rendre compte dans la forêt. On parle tout seul ou on parle aux arbres ou on parle au truc, et je trouve ça plutôt sain en fait. Je pense que c'est moins cher et plus intéressant qu'un psy, la forêt.